Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Simply French Podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très profond, très sérieux et parfois un peu triste, mais qui est absolument essentiel pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous allons essayer de répondre à une question très complexe. Pourquoi les gens restent-ils pauvres ? Dans notre société, il y a un grand mythe, une très belle histoire que l'on nous raconte depuis que nous sommes de petits enfants. Cette histoire dit « Si tu travailles très dur, si tu fais beaucoup d'efforts et que tu te lèves tôt le matin, tu deviendras riche et tu auras une belle vie. » C'est ce qu'on appelle la méritocratie. L'idée que notre succès financier dépend uniquement de notre volonté personnelle et de notre courage. Mais quand on regarde la réalité de la vie de près, on se rend très vite compte que cette équation est totalement fausse. Pensez aux personnes qui nettoient les bureaux très tard le soir, aux personnes qui travaillent sur les chantiers de construction sous le soleil chaud ou aux aides-soignantes qui s'occupent des personnes âgées dans les hôpitaux. Ces personnes travaillent incroyablement dur. Elles font des efforts physiques immenses, elles sont souvent très fatiguées et pourtant, à la fin du mois, elles n'ont presque pas d'argent, elles ont de grandes difficultés à payer leur loyer ou à acheter de la nourriture de bonne qualité. Alors, si le travail dur ne suffit pas pour sortir de la pauvreté, quel est le vrai problème ? Pourquoi est-ce comme un piège invisible dont il est si difficile de s'échapper? La première grande raison, c'est ce que les économistes appellent la taxe de la pauvreté. C'est une vérité très cruelle. Être pauvre coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que d'être riche. Pour comprendre cela, il y a une théorie très célèbre inventée par un écrivain qui s'appelle la théorie des chaussures. Imaginez un homme riche et un homme pauvre qui ont tous les deux besoin de nouvelles chaussures pour aller travailler en hiver. L'homme riche a de l'argent sur son compte en banque, il va dans un magasin de bonne qualité et il achète une paire de chaussures d'excellente qualité qui coûte 100 €. Ces chaussures sont très solides, elles gardent ses pieds au chaud et surtout, elles vont durer 10 ans sans aucun problème. L'homme pauvre n'a pas 100 €, il a seulement 20 €. Il va donc dans un magasin très bon marché et il achète des chaussures de mauvaise qualité à 20 €. Mais comme ces chaussures sont mal fabriquées, elles prennent l'eau quand il pleut et elles se cassent complètement après seulement 1 an. L'année suivante, l'homme pauvre doit absolument acheter une nouvelle paire à 20 €. Et l'année d'après, encore une autre. À la fin des 10 ans, l'homme riche a dépensé 100 € et il a toujours eu les pieds au chaud. L'homme pauvre, lui, a acheté 10 paires de chaussures de mauvaise qualité. Il a donc dépensé 200 € au total et il a souvent eu les pieds froids et mouillés. Il a payé le double du prix simplement parce qu'il n'avait pas l'argent de départ pour faire un bon investissement. C'est cela la taxe de la pauvreté. Et cette taxe s'applique à absolument tous les aspects de la vie quotidienne. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas acheter de la nourriture en grande quantité au supermarché pour avoir une belle réduction. Vous devez acheter de petites quantités très chères au petit magasin de votre rue tous les jours. Si vous n'avez pas l'argent pour réparer un petit problème sur votre voiture aujourd'hui, dans 3 mois, le moteur va complètement casser et la réparation vous coûtera 10 fois plus cher. Si vous êtes en retard de quelques jours pour payer une facture d'électricité parce que vous attendez votre salaire, la compagnie va vous ajouter une pénalité financière, ce qui rend la facture encore plus difficile à payer. C'est un cercle vicieux, un cycle infernal. L'argent attire l'argent, mais le manque d'argent crée des dépenses supplémentaires
permanente. Les personnes pauvres ne prennent pas de mauvaises décisions financières parce qu'elles sont stupides, elles prennent ces décisions parce que c'est la seule et unique option disponible devant elles à cet instant précis. Elles ne peuvent pas planifier pour les 10 prochaines années car elles essayent désespérément de survivre aux 10 prochains jours. Cela nous amène à la deuxième grande raison qui explique pourquoi les gens restent pauvres. Ce n'est pas seulement un problème de mathématiques ou de factures, c'est un problème profondément psychologique. C'est ce que la science appelle la fatigue décisionnelle et la charge mentale de la rareté. Imaginez votre cerveau comme la batterie de votre téléphone portable. Chaque matin, quand vous vous réveillez après une bonne nuit de sommeil, votre batterie est à 100%. Pour une personne qui a une vie financière confortable, les décisions du matin sont très simples et légères. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger au restaurant à midi avec mes collègues? Ces décisions utilisent très peu de batterie mentale. Mais pour une personne qui vit dans la pauvreté, chaque petite action de la journée est une équation mathématique extrêmement stressante. Si j'achète des fruits frais aujourd'hui pour mes enfants, est-ce qu'il me restera assez d'argent pour payer le ticket de bus de demain? Si j'allume le chauffage ce soir parce qu'il fait froid, la facture sera trop chère à la fin du mois. Chaque petite dépense demande une négociation douloureuse avec soi-même. Le cerveau fonctionne au maximum de ses capacités en permanence juste pour gérer la survie de base. À cause de ce stress continu, la batterie mentale se vide à une vitesse incroyable. Quand arrive le soir, la personne n'a plus aucune énergie pour lire un livre, pour apprendre une nouvelle compétence professionnelle ou pour chercher un meilleur travail. L'horizon temporel de cette personne se réduit drastiquement. Le cerveau, totalement épuisé, cherche seulement une récompense immédiate pour soulager la douleur du quotidien, comme manger des aliments très sucrés ou regarder la télévision, au lieu de faire des actions difficiles qui amélioreront la vie à long terme. On juge souvent très sévèrement les personnes pauvres en disant « ils ne font pas d'efforts pour s'améliorer, ils n'ont pas de volonté ». Mais la vérité scientifique est très différente. La pauvreté baisse littéralement la capacité intellectuelle disponible. Des études très sérieuses ont montré que le simple fait de s'inquiéter de ne pas avoir assez d'argent fait perdre temporairement 13 ou 14 points de quotient intellectuel. C'est l'équivalent de passer une nuit blanche sans dormir. Il est donc complètement impossible de prendre de grandes décisions stratégiques pour son avenir quand son esprit est en mode alerte survie 24 heures sur 24. Cette charge mentale et cette taxe de la pauvreté créent des murs presque invisibles mais extrêmement solides. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre mur encore plus grand que la société construit autour des personnes pauvres depuis leur naissance. Un mur qui détermine souvent les chances de succès avant même le premier jour d'école. Et ce mur, c'est l'environnement social et ce que les sociologues appellent le capital culturel. Ce capital culturel, c'est une richesse complètement invisible. Ce ne sont pas des pièces de monnaie ou des billets d'une banque, c'est l'ensemble des mots, des connaissances, des codes de bonne manière et des habitudes que vos parents vous transmettent depuis le jour de votre naissance. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre la puissance de cette injustice invisible. Imaginons deux petits garçons, Léo et Hugo, qui ont tous les deux 4 ans. Léo est né dans une famille aisée. Ses parents ont fait de longues études universitaires. À la maison, la télévision est souvent éteinte. Ses parents ont le temps, la patience et l'énergie de lui lire une petite histoire
tous les soirs avant de dormir. Le week-end, il l'emmène au musée, au zoo ou au théâtre pour découvrir le monde. Les parents de Léo utilisent un vocabulaire très riche à la maison pour parler de l'actualité ou de la science. Quand Léo arrive à l'école, pour la toute première fois à l'âge de 5 ou 6 ans, il connaît déjà des milliers de mots différents. Il sait comment s'asseoir calmement, comment écouter un professeur et il a une grande confiance en lui quand il parle aux adultes. Sans le savoir, Léo possède déjà les codes secrets du succès scolaire. Regardons maintenant Hugo. Hugo est né dans une famille très pauvre. Sa mère travaille la nuit pour nettoyer des bureaux et son père a 2 emplois différents juste pour pouvoir payer le loyer de leur petit appartement. Ses parents l'aiment énormément, ils sont formidables, mais ils n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni l'argent pour l'emmener au musée le dimanche après-midi. À la maison, le vocabulaire utilisé est plus simple, plus direct, totalement centré sur la gestion des problèmes urgents du quotidien. Quand Hugo arrive à l'école le premier jour, il connaît des centaines de mots en moins que Léo. Il n'a pas l'habitude de manipuler des livres. L'école est censée être le grand endroit de l'égalité dans notre société. L'école est censée donner la même chance à tout le monde, mais en réalité, le système éducatif classique est pensé et conçu par des personnes qui possèdent le même capital culturel que Léo. L'école demande souvent des compétences que Léo a déjà apprises gratuitement à la maison. Léo va avoir de bonnes notes très facilement et les professeurs diront qu'il est très intelligent. Hugo, lui, va devoir fournir un effort mental gigantesque juste pour comprendre les consignes de base. S'il n'y arrive pas assez vite, on dira peut-être qu'il est lent ou qu'il ne se concentre pas. Le grand écart commence ici, dès l'âge de 6 ans. Et ce petit écart du début va devenir un gouffre immense à l'âge de 18 ans, au moment de trouver un travail. Mais le capital culturel n'est pas le seul avantage invisible des classes favorisées. Il y a aussi ce qu'on appelle le capital social. Le capital social, c'est très simple à comprendre, c'est votre carnet d'adresses. Ce sont les personnes que vous connaissez et qui peuvent vous aider. Il y a une expression très célèbre et très cynique dans le monde du travail qui dit « L'important, ce n'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais ». Et c'est une réalité économique absolument frappante. Quand le jeune Léo, devenu un jeune homme, va chercher son tout premier stage ou son premier emploi de bureau, son père va simplement prendre son téléphone et appeler un ami qui est directeur d'une belle entreprise. Léo va obtenir un excellent stage dans des locaux confortables, ce qui va lancer sa carrière avec une ligne magnifique sur son CV. C'est ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. La majorité des emplois les plus intéressants et les mieux payés ne sont jamais publiés sur Internet. Ils sont donnés grâce à des recommandations et à des réseaux amicaux. Quand le jeune Hugo, devenu un jeune homme, va chercher son tout premier stage ou son premier emploi de bureau, il ne connaît personne dans le grand monde des affaires. Son réseau social est composé de personnes courageuses, mais qui luttent elles aussi contre la pauvreté. Quand Hugo cherche un emploi, il doit envoyer des centaines de lettres de motivation à des inconnus sur Internet et il reçoit très souvent des lettres de refus automatiques. Ses chances de trouver un bon emploi avec un bon salaire pour commencer sa vie adulte sont statistiquement beaucoup plus faibles, même s'il a étudié dur et obtenu le même diplôme que Léo. Le manque de réseau social est une véritable prison avec des murs de verre. Vous voyez la réussite des autres de l'autre côté, mais vous ne pouvez pas y accéder parce que personne ne veut vous ouvrir la porte de l'intérieur. Et puis, il y a un autre facteur extrêmement lourd qui maintient les gens au fond de la pauvreté. Un facteur que nous oublions souvent. C'est le piège géographique. C'est ce qu'on appelle la fatalité du code postal. Quand on est pauvre, on ne choisit pas librement où on habite.
On habite là où les loyers sont les moins chers et logiquement, les loyers sont moins chers dans les quartiers qui ont le moins d'avantages. Ce sont souvent des quartiers situés en banlieue, très loin du centre-ville, très loin des grandes entreprises, des bonnes écoles et des meilleurs emplois. Si vous habitez dans un quartier pauvre, les transports en commun sont souvent lents, peu fréquents ou inefficaces. Vous devez parfois passer 2 ou 3 heures par jour dans un bus et un train juste pour aller au travail et revenir chez vous. Ces 3 heures sont du temps de vie complètement perdu. C'est du temps que vous ne pouvez pas utiliser pour être avec vos enfants, pour les aider à faire leurs devoirs. C'est du temps que vous ne pouvez pas utiliser pour cuisiner un repas sain ou simplement pour vous reposer. De plus, les écoles publiques dans ces quartiers isolés ont souvent moins de budget, les professeurs sont parfois plus jeunes et moins expérimentés car les plus anciens préfèrent les quartiers calmes. Et l'environnement général dans la rue est beaucoup plus stressant. Sans le vouloir de manière consciente, le système géographique enferme les personnes en difficulté physiquement ensemble, loin des opportunités économiques. Sortir de ce quartier demande un effort presque héroïque. Il faut acheter une voiture pour trouver un meilleur emploi, ce qui coûte très cher en essence et en assurance. Et si vous voulez déménager, il vous faut un emploi très stable pour pouvoir payer un loyer dans une ville plus riche, mais on ne vous donne pas le travail si vous habitez trop loin ou si vous n'avez pas de voiture. Le serpent se mord la queue. C'est un labyrinthe social dessiné de telle manière que lorsque vous êtes à l'intérieur, il est mathématiquement très difficile de trouver la sortie. Mais la pression ne vient pas seulement de l'environnement, de l'éducation ou de la géographie. La pression la plus destructrice, celle qui empêche des familles entières de dormir la nuit, qui cause des dépressions et qui détruit leur esprit mental à petit feu, vient d'un outil financier que la société de consommation moderne a rendu malheureusement indispensable. Cet outil, c'est l'industrie de la dette. Comment le crédit et les banques, qui sont censés aider les gens à réaliser leurs beaux projets, se transforment-ils souvent en véritable sable mouvant pour les plus vulnérables? Pourquoi certains experts disent-ils que le système financier moderne gagne énormément d'argent précisément grâce à la pauvreté des gens? Pour comprendre cette industrie de la dette et ce système financier, il faut d'abord observer comment le concept même du crédit a totalement changé notre monde moderne. Dans le passé, la règle économique de base était très simple. On achetait un objet seulement quand on avait économisé l'argent nécessaire pour le payer. Aujourd'hui, la société de consommation nous propose exactement l'inverse. Acheter tout de suite et payer plus tard. C'est la magie apparente du crédit. Mais le crédit n'est pas le même pour tout le monde. C'est ici que l'injustice économique devient vraiment choquante. Imaginez une personne très riche qui veut acheter un grand appartement pour le louer et gagner encore plus d'argent. Quand elle va à la banque, le directeur l'accueille avec un grand sourire et un café. Comme cette personne a un excellent salaire et beaucoup de sécurité, la banque lui prête une grande somme d'argent avec un taux d'intérêt très bas, par exemple 2 ou 3%. Pour le riche, le crédit est un outil merveilleux. Il utilise l'argent de la banque pour construire son propre trésor. Maintenant, regardons une personne pauvre qui fait face à une urgence de la vie quotidienne. Imaginons que le réfrigérateur de la famille tombe soudainement en panne en plein milieu de l'été ou que la vieille voiture absolument nécessaire pour aller travailler refuse de démarrer. C'est une urgence absolue. Il faut réparer ou acheter tout de suite, mais le compte en banque est complètement vide. Cette personne ne peut pas aller à la banque traditionnelle pour demander un crédit classique. La banque va dire non, car elle juge que la personne est trop dangereuse, trop risquée financièrement. Que reste-t-il comme solution? Il reste les crédits rapides, les petits prêts à la consommation proposés par les magasins ou ce qu'on appelle les cartes de crédit revolving, renouvelables. Ces crédits sont comme un piège
parfaits. Ils sont très faciles à obtenir, vous signez un papier en 5 minutes dans un magasin et vous repartez avec votre nouveau réfrigérateur. C'est un immense soulagement sur le moment. Mais le piège se referme le mois suivant. Le taux d'intérêt de ces petits crédits n'est pas de 2%. Il est souvent de 15, 18 ou même 20%. C'est la cruauté mathématique du système. On demande à la personne qui a le moins d'argent de payer l'argent beaucoup plus cher que la personne riche. La dette pour une personne pauvre, c'est exactement comme des sables mouvants. Vous êtes en train de couler, vous manquez d'air. Une grande entreprise financière vous lance une corde pour vous sauver la vie aujourd'hui. Vous prenez la corde avec un grand sentiment de gratitude, mais cette corde est empoisonnée. Chaque mois, le remboursement du crédit prend une grande partie de votre petit salaire. Il vous reste donc encore moins d'argent pour vivre qu'avant l'urgence. Au prochain petit problème de la vie, vous devrez prendre un deuxième crédit pour rembourser le premier crédit. Les dettes s'accumulent, les intérêts s'ajoutent aux intérêts. En quelques années, un simple réfrigérateur à 300 € vous aura coûté 1 000 €. Il y a d'ailleurs un autre aspect de la banque qui montre très clairement que le système punit la pauvreté. Les fameux frais bancaires et particulièrement les frais de découvert. Le paradoxe du banquier est fascinant et terrible. Si vous avez 100 000 € sur votre compte, la banque vous verse de l'argent gratuitement chaque année. Ce sont les intérêts. La banque vous récompense d'être riche. Mais si vous avez 0 € sur votre compte et qu'un paiement automatique de 50 € passe, votre compte devient négatif. Vous êtes à découvert. Que fait la banque? Elle ne vous aide pas. Elle vous punit. Elle vous prend immédiatement une amende de 8 ou 10 € pour ce service et puis elle vous fait payer des intérêts très élevés pour chaque jour où vous êtes dans le rouge. Réfléchissons une seconde à cette logique. Une personne n'a pas assez d'argent pour payer une facture de 50 € et la solution du système financier pour régler ce problème, c'est de lui prendre encore plus d'argent. Ce mécanisme de frais bancaires fait perdre des millions d'euros chaque année aux familles les plus modestes. C'est une industrie entière, l'industrie de la pauvreté, qui fait des profits immenses sur le dos des gens qui luttent pour survivre. Mais les sables mouvants de la dette et des banques ne sont pas les seuls dangers qui guettent les personnes en difficulté. Il y a un autre domaine de la vie où l'inégalité frappe avec une violence physique incroyable. On dit souvent que la santé est la plus grande des richesses. C'est une très belle phrase philosophique, mais dans la réalité économique, la santé est surtout une conséquence de la richesse. Quand vous vivez avec un budget extrêmement serré, bien manger est un défi presque impossible. Nous savons tous que pour être en forme, il faut manger des légumes frais, de la bonne viande, du poisson et des produits biologiques. Mais si vous marchez dans les allées d'un supermarché avec seulement 10 € en poche pour nourrir votre famille pendant 2 jours, vous n'allez pas acheter des brocolis et du saumon frais. Vous allez vous diriger vers le rayon des pâtes, du riz blanc, des conserves et des produits industriels ultra transformés. Ces produits sont remplis de mauvais sucre, de mauvaises graisses et de produits chimiques. Ils remplissent l'estomac pour peu cher, ils calment la faim immédiate, mais ils détruisent la santé à petit feu. À cause de cette mauvaise alimentation forcée et à cause du stress mental permanent dont nous avons parlé plus tôt, les personnes pauvres développent beaucoup plus de maladies chroniques, le diabète, l'obésité, les problèmes cardiaques ou les graves dépressions. Et quand une personne pauvre tombe malade, c'est une véritable catastrophe économique qui commence. Contrairement à un grand directeur d'entreprise qui peut prendre un congé maladie confortablement payé ou payer les meilleurs médecins privés, le travailleur précaire ne peut pas se permettre d'être malade. Souvent, dans les emplois les plus difficiles, si vous ne venez pas travailler, vous n'êtes pas payé. Un jour de maladie, c'est un jour sans salaire. Alors, la personne malade continue d'aller travailler. Elle prend des médicaments bon marché pour cacher la douleur et elle force sur son corps fatigué. Elle porte des charges lourdes avec un dos cassé.
Elle nettoie des sols avec des nœuds douloureux. Le petit problème de santé d'aujourd'hui se transforme 10 ans plus tard en une maladie incurable ou une incapacité totale de travailler. Et quand le corps s'arrête définitivement de fonctionner, c'est la chute brutale dans la misère absolue. C'est un autre mur infranchissable. La pauvreté détruit la santé et la mauvaise santé empêche de sortir de la pauvreté. C'est une spirale tragique. Mais toutes ces barrières, les banques, la mauvaise santé, le manque de réseau social, la mauvaise géographie, ce sont des barrières extérieures, des choses qu'on le peut pointer du doigt. Il y a une dernière barrière, peut-être la plus triste et la plus difficile à détruire. C'est une blessure profonde que la société inflige directement dans l'âme et dans le cœur des personnes défavorisées. C'est ce que les psychologues appellent la honte intériorisée et la stigmatisation sociale. Comment la société moderne regarde-t-elle les personnes pauvres? Et surtout, comment le regard cruel des autres finit par convaincre les personnes pauvres qu'elles méritent vraiment leur triste sort? Cette honte intériorisée est peut-être le poison le plus lent et le plus destructeur de tous. Pour bien le comprendre, il faut regarder le message que notre société moderne envoie tous les jours, à la télévision, dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde qui adore célébrer la réussite individuelle. On nous montre constamment des images de jeunes millionnaires, de créateurs d'entreprises géniaux ou de stars qui ont commencé avec rien et qui ont tout gagné. Le message caché derrière ces belles histoires est très puissant, mais il est aussi très dangereux. Ce message dit « Regardez, c'est possible. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez le faire. Le succès est un choix. Tout le monde a la même chance. » Mais la logique cruelle de ce message, c'est son contraire exact. Si la richesse est la preuve absolue de votre intelligence et de votre courage, alors que signifie la pauvreté? Dans l'esprit de la société, la pauvreté devient automatiquement la preuve de votre paresse, de votre stupidité ou de votre manque de volonté. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation. Les personnes pauvres sont très souvent jugées et critiquées par les autres. On entend fréquemment des phrases terribles dans les discussions. Ils profitent du système, ils ne veulent pas chercher de travail, ou s'ils ont des problèmes financiers, c'est de leur propre faute. Ils n'ont qu'à faire un effort. Ce discours est extrêmement commun. Il permet aux personnes qui ont réussi de se sentir très bien, de se dire qu'elles méritent totalement leur confort et surtout de ne pas se sentir coupables pour ceux qui souffrent dans la rue. Mais imaginez l'effet psychologique de ces mots sur une personne qui travaille dur toute la journée et qui n'arrive pas à nourrir ses enfants le soir. Quand vous entendez tous les jours que vous êtes un raté, que vous êtes un poids pour la société, votre cerveau finit par le croire. C'est l'internalisation de la honte. La personne pauvre se regarde dans le miroir et se dit « Le monde a raison, c'est de ma faute, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas de talent, je mérite cette vie difficile. » Cette honte est un sentiment totalement paralysant. Quand vous avez honte de vous-même, que faites-vous? Vous vous cachez. La honte pousse inévitablement à l'isolement social. Beaucoup de personnes en grande difficulté refusent de demander d'aide. Elles ne vont pas voir les assistantes sociales, elles ne demandent pas les aides financières de l'État auxquelles elles ont pourtant le droit, et elles n'osent pas aller dans les associations caritatives qui distribuent de la nourriture gratuite. Pourquoi font-elles ce choix qui semble illogique? Parce qu'elles ont trop peur du regard des autres. Elles ont peur de perdre le dernier petit morceau de dignité qui leur reste. Elles préfèrent souffrir en silence, toutes seules dans leur appartement, plutôt que d'être vues comme des mendiantes ou des personnes incapables de s'occuper d'elles-mêmes. La honte crée aussi un autre phénomène psychologique terrible, l'auto-sabotage ou le sentiment d'illégitimité. C'est ce que l'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur, mais appliqué à la classe sociale.
Reprenons l'exemple de notre jeune Hugo dont nous avons parlé tout à l'heure. Imaginons qu'Hugo, par un miracle de volonté et de courage, réussisse à obtenir de très bonnes notes à l'école. Un professeur croit en lui et lui propose de s'inscrire dans une grande et prestigieuse université. Que va faire Hugo ? Très souvent, il va refuser. Il va baisser les yeux et dire « Non, ce n'est pas pour moi. Ces grandes écoles, c'est pour les riches. Je ne connais pas leur code, je ne serai pas à ma place là-bas. Les autres étudiants vont se moquer de moi et de mes vêtements. » Le mur de verre n'est plus seulement à l'extérieur, construit par l'économie, le mur de verre est maintenant à l'intérieur de sa propre tête. Il s'interdit lui-même de réussir parce qu'il croit profondément qu'il n'en a pas le droit. C'est ce que les sociologues appellent la violence symbolique. On vous apprend dès votre petite enfance quelle est votre place exacte dans le monde. Et si vous essayez de sortir de cette place, vous ressentez une grande culpabilité, quasiment comme une trahison envers votre famille et votre milieu d'origine. Vous avez l'impression d'abandonner les vôtres. De plus, il y a un effet vicieux et très concret sur l'apparence physique. Dans notre monde professionnel, l'apparence compte énormément. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter un beau costume neuf ou une belle robe pour un entretien d'embauche. On ne peut pas toujours aller chez le coiffeur ou payer des soins dentaires qui coûtent une fortune. Quand une personne pauvre arrive devant un directeur d'entreprise pour demander un travail, ce directeur, même de façon totalement inconsciente, va juger cette apparence. Le vêtement un peu trop vieux, les dents moins parfaites, la posture physique un peu courbée à cause de la fatigue et de la honte, tous ces petits détails envoient un signal social très fort. Le directeur va ressentir un décalage, un manque d'harmonie, et il va presque toujours choisir le candidat qui lui ressemble le plus, c'est-à-dire le candidat qui a de l'argent et qui connaît les codes de l'entreprise. C'est pour cela que la pauvreté est un adversaire si difficile à vaincre. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un compte en banque vide, c'est un système complet, une véritable machine qui attaque l'être humain sur absolument tous les fronts à la fois. La mauvaise santé à cause de la nourriture bon marché, la mauvaise géographie qui vole le temps, l'industrie de la dette qui piège les urgences, la surcharge mentale épuisante et enfin la destruction totale de l'estime de soi par la honte sociale. Quand on comprend vraiment toutes ces chaînes invisibles qui retiennent les gens vers le bas, la vraie question n'est plus pourquoi les gens restent-ils pauvres? La véritable question, quand on voit l'immense montagne d'obstacles qui se dresse devant eux tous les matins, c'est plutôt comment est-il humainement possible que certaines personnes arrivent encore à s'en sortir? Le courage de ces personnes qui luttent quotidiennement, dans l'ombre et sans aucune reconnaissance, est en réalité bien plus grand que le courage de beaucoup de personnes riches qui n'ont jamais eu à combattre ce système brutal. Face à ce tableau complexe qui semble très sombre et presque désespéré, que pouvons-nous faire? Sommes-nous condamnés à regarder cette injustice se reproduire indéfiniment, de génération en génération? Ou existe-t-il des solutions réelles, des moyens d'action pour casser ces murs de verre, changer les mentalités et offrir une véritable égalité de chance à tous les enfants, peu importe le code postal de leur naissance? C'est ce que nous devons absolument explorer maintenant pour trouver de l'espoir et comprendre comment construire un avenir différent. Pour détruire ces murs de verre, pour briser définitivement ce cycle infernal de la pauvreté, il faut comprendre que la solution ne peut pas venir d'un seul endroit. Nous devons agir sur deux niveaux très différents, le niveau de la société entière et le niveau de notre propre cœur dans notre vie de tous les jours. Commençons par la société et le système. Si nous voulons une vraie méritocratie, si nous voulons que le travail dur soit vraiment récompensé, nous devons changer les règles du jeu. La toute première grande révolution doit se passer à l'école. L'éducation est la seule véritable clé pour ouvrir la porte de l'avenir. Mais pour que cette clé fonctionne, il faut mettre beaucoup plus d'argent, de professeurs expérimentés et de belles ressources matérielles, précisément dans les quartiers les plus pauvres. L'école doit devenir un endroit magique qui compense le manque de capital culturel de la maison. Elle doit offrir gratuitement l'accès à la culture, aux musées,
aux livres, au théâtre et à la musique pour tous les enfants, sans aucune exception. Ensuite, les gouvernements doivent avoir le courage de réguler, c'est-à-dire de contrôler très strictement le système bancaire. Il est moralement inacceptable qu'une banque gagne de l'argent en punissant une personne qui n'a plus rien sur son compte. Les frais de découvert abusifs et les petits crédits à la consommation avec des taux d'intérêt de 20% devraient être limités ou même interdits par la loi. La finance doit redevenir un outil qui aide à construire des projets et non un piège qui détruit des familles. De plus, il faut garantir un salaire minimum qui permet de vivre avec dignité et non pas seulement de survivre. Une personne qui travaille 40 heures semaine pour nettoyer nos hôpitaux ou pour construire nos routes ne devrait jamais avoir à choisir entre allumer le chauffage en hiver ou acheter de la viande pour ses enfants. Le travail doit payer, c'est la base d'une société juste. Mais les lois et la politique, même si elles sont excellentes, ne suffiront jamais si nous ne changeons pas notre mentalité. C'est ici que notre responsabilité personnelle commence. C'est ici que chacun d'entre nous a un grand pouvoir. La chose la plus importante que nous puissions faire, aujourd'hui, c'est de changer radicalement notre regard sur la pauvreté. Nous devons arrêter de juger ce que nous ne comprenons pas. L'empathie est l'arme la plus puissante du monde. La prochaine fois que vous voyez une personne qui semble faire de mauvais choix financiers ou une personne qui est au chômage et qui semble découragée, s'il vous plaît, ne la jugez pas rapidement. Ne dites pas « elle devrait faire plus d'efforts ». Dites-vous plutôt « je ne connais pas le combat invisible qu'elle mène tous les jours. Je ne connais pas le poids de sa charge mentale, je ne connais pas l'histoire de son éducation et je ne connais pas la maladie qu'elle cache peut-être. » Remplaçons le mépris par la compassion. Quand on arrête de regarder les gens avec jugement, on arrête de nourrir leur honte. Et quand la honte disparaît, la personne retrouve enfin l'énergie de se lever et d'essayer à nouveau. Et si vous avez de la chance dans la vie, si vous avez un bon travail, de l'argent ou simplement un bon réseau social, vous avez un devoir d'aide magnifique. Partagez votre capital social. C'est la seule richesse qui se multiplie quand on la donne. Si vous êtes directeur d'une entreprise, ne recrutez pas seulement les enfants de vos amis qui ont fait les meilleures universités. Prenez un risque, ouvrez votre porte et donnez une chance, un stage ou un premier emploi à un jeune qui vient d'un quartier difficile, un jeune qui n'a pas les codes parfaits mais qui a une grande envie d'apprendre. Devenez un mentor. Un simple coup de téléphone de votre part ou quelques heures passées à aider une personne à écrire son CV peut littéralement changer le destin de toute une famille pour les 50 prochaines années. Nous arrivons maintenant à la toute fin de cette grande exploration. Regardons derrière nous pour rassembler toutes les pièces de ce puzzle complexe. Nous avons détruit le mythe cruel qui dit que les gens sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Nous avons mis la lumière la terrible taxe de la pauvreté qui fait que tout coûte plus cher quand on n'a pas d'argent. Nous avons compris l'épuisement total causé par la charge mentale et les décisions de survie quotidiennes. Nous avons vu comment l'injustice commence dès le premier jour d'école à cause de la différence de vocabulaire et de capital culturel. Nous avons découvert la prison du code postal et de la géographie qui éloignent les personnes des bonnes opportunités. Nous avons regardé en face le piège destructeur des banques, des crédits rapides et de la mauvaise santé. Et enfin, nous avons compris comment le regard sévère de la société crée une honte profonde qui paralyse l'esprit humain. La pauvreté n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une défaillance de notre système collectif. Mais parce que c'est un système créé par des humains, il peut être modifié et amélioré par des humains. L'économie n'est pas une loi de la nature comme la gravité, l'économie est un choix social. Chaque grande révolution dans l'histoire de l'humanité a commencé par une simple prise de conscience. En écoutant ce podcast, en comprenant ces mécanismes invisibles, vous faites déjà partie de la solution. Vous ne regarderez plus jamais le monde, la réussite et l'échec avec les mêmes yeux.
Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre grande attention et surtout pour votre ouverture d'esprit sur un sujet si difficile. C'était un épisode très intense, mais absolument vital. Continuez à apprendre, continuez à être curieux et par-dessus tout, soyez indulgents et bienveillants les uns les autres. C'était Amélie pour Simply French Podcast. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de paix et d'empathie, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir!